Anastasia Colosimo, bonjour. Alors vous publiez Les Bûchers de la Liberté chez Stock, vous êtes doctorante à Sciences Po, vous enseignez la théologie politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Alors avant de parler de votre livre, on va parler un peu d'actualité. Mercredi à Sciences Po, le Hijab Day a suscité la polémique. C'était une initiative d'étudiants appelant ceux qui le souhaitaient à porter le voile pendant une journée pour, je cite les organisateurs, mieux comprendre l'expérience de la stigmatisation vécue par de nombreuses femmes voilées en France. Alors, je l'ai dit, vous êtes enseignante en théologie politique à Sciences Po. Comment est-ce que vous expliquez le retour du débat sur le voile et la violence qu'il provoque ? Alors déjà, retour du débat, ça fait longtemps qu'il est là le débat. Ça fait depuis la fin des années 80, donc il y a juste des moments où on en parle plus, des moments où on en parle moins. Il y a des moments où ça cristallise plus les débats et des moments où ça cristallise moins. La dernière loi, elle date de 2004. Voilà. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que là, il y a eu une série d'événements quand même, puisque ce Hijab Day, il s'inscrit aussi dans ce qu'a pu dire le Premier ministre, dans les prises de position d'une certaine gauche, aussi des débats de Badinter, la question des marques et du boycott des marques qui feraient donc des habits pour les femmes musulmanes. Les oppositions de Laurence Rossignol, la ministre Exactement. des Droits des femmes. Donc là, on est dans un moment justement où toutes les questions autour de l'islam se cristallisent autour du voile. Il y a d'autres questions aussi. On est aussi dans un moment où la question de l'islam est partout, sous différentes manières. On s'approche aussi des élections et du fait que tous les partis politiques essaient de se placer aussi dans l'échiquier par rapport à cette question qui semble centrale, en tout cas pour beaucoup de Français. Et pourquoi tant de violence autour de ces sujets-là? Pourquoi est-ce que ça provoque autant de passion? Ou pourquoi est-ce que le voile cristallise effectivement toutes ces prises de position-là? Il y a quelque chose de symbolique dans la question du voile. Et il y a évidemment quelque chose de symbolique. Il y a quelque chose de symbolique surtout parce qu'on est en France, parce que la manière dont la laïcité, en tout cas, est dite aujourd'hui, la laïcité n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, la manière dont elle est revendiquée aujourd'hui par la droite et par une partie de la gauche même, c'est une laïcité très combative, une laïcité très anti-religion en fait, et surtout anti-islam, c'est vrai, il faut le dire. Et donc du coup, évidemment, le débat se polarise et on a d'un côté des laïcards, on a envie de dire, qui veulent absolument supprimer tous les signes ostentatoires, qui veulent réinstaurer une république forte, un régime républicain vraiment fort, et de l'autre côté des personnes qui ont des revendications effectivement communautaires, mais qui par ailleurs ont un discours politique qui est communautariste. Donc c'est la rencontre aussi entre deux modèles de société qui provoque ce clash. Qui provoque un clash. Est-ce que vous diriez, vous les avez cités comme Manuel Valls ou Elisabeth Badinter, que le voile est un asservissement pour la femme? Je pense que le débat est assez compliqué. D'ailleurs, il ne faut pas du tout parler que du voile dans l'islam. Il faut rappeler que le voile, il est porté aussi par les juifs orthodoxes. Absolument. Il est aussi porté, par exemple, dans l'église chrétienne orthodoxe, dans l'église, la personne femme. Donc le voile n'est pas un problème musulman au départ, c'est un problème religieux. Aujourd'hui, c'est une revendication des musulmans. Aujourd'hui, c'est une revendication des musulmans. Je dirais qu'il y a deux manières de voir le problème, et en fait, c'est pour ça qu'il y a deux manières aussi de lire l'histoire. Soit on a une approche anhistorique, j'ai envie de dire marxiste, et la question est où est le curseur de la domination. Donc dans les pays où le voile est interdit, c'est une émancipation de ne pas le porter. Dans les pays où le voile, où on interdit de porter le voile, c'est une émancipation de le porter. Et il y a une lecture plus historiciste, enfin plus historique, culturelle, qui est de dire mais le voile est toujours en fait un instrument de domination, puisqu'il rappelle le fait que la femme doit couvrir ses cheveux pour pas être un objet de désir pour l'homme. Entre ces deux visions, il y a aussi le fait qu'il y a un contexte international. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que Hijab Day, c'est aussi en fait une déferlante de la mondialisation à Sciences Po, puisqu'on prend un événement américain qu'on transpose en France et ça donne ce que ça donne. Vous publiez chez Stock Les Bûchers de la Liberté, un essai consacré au retour du blasphème dans nos sociétés que l'on croyait pourtant sécularisées. Alors pour commencer, comment est-ce que vous définiriez le blasphème, Anastasia Colosimo? Le blasphème, ce qui est très intéressant, c'est que déjà c'est assez difficile d'en donner une définition, et surtout que c'est une définition qui est mouvante dans l'histoire. Et si au début le blasphème c'est strictement le fait de maudire Dieu et donc de tenir des propos qui sont insultants pour la divinité, ça devient au fil du temps, il y a une sécularisation du mot, et ça devient en fait une atteinte à tout ce qui peut être considéré comme sacré par qui que ce soit. Est-ce que toutes les religions réagissent de la même manière au blasphème? Parce qu'avec Charlie Hebdo récemment, ou même la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini sur Salman Rushdie, on a pu avoir l'impression qu'un certain islam était particulièrement sensible à ce blasphème-là. Ou est-ce que vous nous dites non, au contraire, ça concerne toutes les religions? Alors déjà, il faut comprendre que historiquement, il y a évidemment des disparités théologiques dans la manière dont le blasphème
est compris. Je ne vais pas vous faire de grands développements théologiques, mais il est évident que parce que le blasphème est au départ quand même un concept fortement théologico-politique, où le politique se mêle au religieux de manière très intime, les religions qui ont fonctionné sur des modèles théologico-politiques, donc politico-religieux, sont évidemment beaucoup plus sensibles au blasphème. Notamment l'islam. L'islam, mais c'est le cas aussi évidemment du catholicisme en France, où à partir du moment où on a une monarchie absolue de droit divin, insulter le prince, c'est insulter Dieu, et l'inverse c'est vrai aussi. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que plutôt il y a une difficulté pour nous, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que le monde musulman qui condamne le blasphème. On a l'impression, si on regarde un peu de loin, qu'il y a d'un côté le monde musulman qui condamne, qui tue les blasphémateurs, qui les crucifie, etc. et de l'autre côté, un Occident qui serait complètement pour la liberté d'expression. C'est ce que vous dites. Vous dites l'Occident, je cite, n'est pas plus épargné que l'Orient par le retour du blasphème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que j'essaie de dire par là, c'est que en fait, quand on regarde de plus près, non seulement dans les débats évidemment, mais surtout du point de vue de la législation, on se rend compte que énormément de pays européens continuent à condamner le blasphème. Par exemple ? Par exemple, c'est le cas. L'Angleterre, par exemple, en 2008, la loi a été abolie, mais ils veulent la réinstaurer. Mais sinon, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, l'Irlande sont tous des pays où on interdit le blasphème. Alors parfois, d'ailleurs, on ne va pas interdire le blasphème comme tel. On ne va pas dire blasphème dans la loi. Mais on va trouver d'autres moyens, on va parler d'offense aux croyants, d'offense aux religieux, etc. Une sorte de blasphème caché. Moi, toute la thèse, c'est de dire, avant on interdisait le blasphème, à partir du moment où on rentre dans l'Europe sécularisée, l'Europe laïcisée, à partir du moment où on a des gouvernements qui sont libres de l'Église, normalement il ne devrait plus y avoir d'interdiction de blasphème. Sauf que les personnes qui cherchent à interdire le blasphème comprennent bien qu'il faut tenir un discours séculier, qu'elles ne peuvent plus dire on va interdire le blasphème. Donc qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, vous prenez une liberté qui est la liberté d'expression, nous on revendique un droit qui est la protection des sentiments des croyants. Et donc, un droit de l'homme. Qui est un droit de l'homme. Et donc, du coup, ça devient un combat systémique entre deux droits de l'homme. La question religieuse est complètement évacuée et on va avoir de grands humanistes qui vont nous dire il faut protéger les sentiments des croyants. Mais moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a là un contournement juridique, un effet pervers de la sécularisation. Parce qu'il n'y a pas dans le blasphème d'offense aux croyants. Ça, c'est une fiction juridique. Et c'est cette fiction qu'il faut déconstruire. Alors en France, vous décrivez le retour d'une forme nouvelle de condamnation du blasphème par la loi Pleven de 1972. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, la grande loi en France sur la liberté d'expression, c'est la loi de 1881. Sous la Troisième République. Voilà, sous la Troisième République. Elle va être modifiée en 1972 par la loi Pleven qui va introduire la condamnation de la provocation à la haine, à la violence et à la discrimination pour une personne ou un groupe de personnes. C'est là où... Très important ça, le groupe. C'est très important. En raison de l'appartenance ou de l'appartenance à une ethnie, une race, une nation ou une religion. Alors, on pourrait déjà dire beaucoup sur provocation à la haine. Est-ce qu'on n'a pas le droit de haïr, apparemment ? Bon. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on va ouvrir les actions au groupe. Puisqu'on va interdire ces provocations-là pour des groupes, on va ouvrir les actions en groupe. Et comment on va le faire ? Cette loi va donner la possibilité aux associations de porter plainte au nom des communautés. Donc on est dans un cas typique de class action à l'américaine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le meilleur exemple pour moi, c'est le procès contre Charlie Hebdo en 2007, qui n'est pas du tout neutre par rapport aux événements de 2015, il faut s'en souvenir. En 2007, qu'est-ce qui se passe ? On a la Mosquée de Paris et l'UOIF qui vont porter plainte contre Charlie Hebdo au nom de toute la communauté musulmane. Pour les caricatures publiées de Mahomet. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, vous voyez, on procède par une espèce de double radicalisation. D'une part, on a des musulmans qui découvrent tout d'un coup que Charlie Hebdo existe, puisque je pense que la majorité d'eux ignoraient même que ce magazine existe. Et les personnes qui sont censées les représenter sont contre, donc ils se disent, dans le doute, certainement que... Mais en plus, ce qui se passe, c'est que d'un coup, on a l'impression qu'il y a les musulmans de France, qu'il y a un islam de France, qu'il y a deux France dans la France. Et qu'il y a donc tout ce groupe-là qui porte plainte contre Charlie Hebdo. Donc ce que vous nous dites en fait, c'est que ces lois, issues d'un modèle républicain, au final, elles favorisent le communautarisme, d'une certaine façon, un communautarisme à l'américaine. Ce qui se passe du coup, c'est qu'il y a une communautarisation sauvage et que les gens sont pris à partie, mais en plus les associations vont jouer le rôle évidemment de catalyseur de ces passions et vont jouer un rôle politique majeur. Donc en fait les musulmans se retrouvent doublement piégés par ce genre d'action, mais c'est le cas aussi des catholiques qui vont avec la griffe par exemple. La griffe par exemple, porter plainte aussi contre Charlie Hebdo. Ou Croyance et Liberté qui vont porter plainte aussi sur les fondements de cette loi. Alors vous reconnaissez vous-même dans le livre qu'il est très difficile aujourd'hui de revenir sur la loi Pleven, aussi sur les lois mémorielles que vous dénoncez, que personne en gros ne prendra la responsabilité de les abroger.
Mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre le communautarisme, pour lutter contre ceux qui souhaitent faire du blasphème une arme politique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire? Je pense qu'il y a une pédagogie qui est… Alors bon, déjà sur les lois, effectivement, c'est très compliqué. On ne s'imagine pas un parlementaire arriver au Parlement et dire… Enfin, je veux dire… En plus, ça enverrait un message quand même très bizarre de « allez, répandez-vous en insultes ». Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est exclu. Ce qui est évident, c'est qu'en fait, il faudrait les abroger tout d'un coup. Il faudrait faire un coup politique très malin en disant « on revient à 1881 », par exemple. Et on l'a réécrit. Ou même pas on leur écrit, on revient à 1880. Ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est les actions de groupe. Les actions personnelles sur les insultes, les diffamations et les provocations racistes, je pense qu'il faut le faire, mais c'est des actions personnelles. Donc, tout en tant que personne, rien en tant que groupe. Exactement. Donc c'est par exemple Christiane Taubira, c'est ce qui s'est passé avec certains journalistes. Bon, ça, je pense que des actions personnelles doivent être possibles. Ce qui me dérange, c'est vraiment l'effet de groupe. Donc déjà, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de criminaliser. Il y a aussi dans tous les plans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme proposés aujourd'hui par le gouvernement, l'idée qu'il faut criminaliser les propos racistes et antisémites, donc aller plus loin dans ces lois. Je pense qu'il faut vraiment s'arrêter. C'est-à-dire que si on ne peut pas détricoter celle-là… Il y a une surenchère de la part des pouvoirs publics là-dessus? Bien sûr, il y a une surenchère des communautés, il y a une surenchère des pouvoirs publics, il y a du clientélisme de la part des pouvoirs publics qui est phénoménal. Donc je pense que déjà il faut arrêter cette machine-là, et en plus il faut faire un vrai travail de pédagogie que le gouvernement ne fait pas, puisqu'il prend même cette question du blasphème sur un terrain humaniste d'offense aux croyants. Donc on est dans un piège, et le seul moyen de se sortir de ce piège, c'est vraiment d'informer et de faire de la pédagogie sur ces questions-là. Dernière question, Anastasia Colosimo. En fait, votre réflexion elle révèle une forme d'inconfort des élites politiques et même de beaucoup de Français à l'égard du religieux, qu'on pensait éloigné définitivement de notre société laïque. Comment est-ce que vous expliquez ce malaise face aux religieux? Bon, déjà, je pense qu'il y a un malaise mondial, évident. Je pense qu'il y a un malaise proprement français qui est qu'effectivement, la République s'est construite quand même dans un anticléricalisme au départ. Et elle s'est construite, cet anticléricalisme, par ailleurs, était lié à l'Église catholique. Donc, ce double phénomène, le fait que la laïcité française soit une laïcité anticléricale et que par ailleurs, ça soit une sorte de catho-laïcité, fait que l'arrivée de la question de l'islam a été très mal vécue et perçue parce qu'on avait l'impression que la question du religieux avait complètement déserté le débat public. Alors il y avait toujours les questions d'écoles privées, etc., mais on avait l'impression quand même globalement qu'on avait fini par trouver un équilibre et que cette question-là ne se poserait plus. Sachant que la génération au pouvoir, c'est une génération pour qui la question religieuse n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'URSS, c'est la question du marxisme, du maoïsme, enfin c'est des idéologies. On voit la religion sous l'angle économique et social. Voilà, exactement. Donc c'est des lectures, c'est les lectures de nos parents, c'est celle-là. Et donc je pense que l'arrivée du religieux lourd comme ça, il y a une sorte de couac et d'incompréhension totale, de rejet du phénomène. Le meilleur exemple, par exemple, c'est ces hôtesses de l'air, d'Air France, qui refusent de porter le voile sur la ligne Paris-Téhéran. Oui, je veux dire, ça n'a vraiment aucun sens. On ne parle même pas là d'obligation diplomatique, on parle là juste de politesse. Il est évident que quand on va dans un pays où le voile est obligatoire, on porte le voile et c'est normal de le faire et normalement il ne devrait y avoir aucune difficulté. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une crispation sur les religieux qui est vraiment phénoménale. Et effectivement, c'est très français. Et effectivement, ça correspond à une certaine lecture de la laïcité qui est devenue une sorte de revendication identitaire. Donc la nouvelle identité française, pour ceux qui ne sont pas catholiques et donc qui ne peuvent pas revendiquer une identité catholique, c'est la revendication d'une identité laïque. Sauf que le problème, c'est que c'est une identité toujours un peu malade puisqu'elle essaie de se construire par rapport à des identités très fortes. On vous a compris, merci. On vous recommande Les bûchers de la liberté, merci. Un essai stimulant et passionnant. Merci beaucoup, Anastasia Colosimo.